Hello, hello, bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Eh bien, bonjour à toutes et tous, et aujourd'hui nous avons des invités. Alors, nous n'avons pas notre Geoffrey habituel, mais nous avons Jean-Phi. Bonjour Jean-Phi. Bonjour à tous. Et nous avons également deux invités de marque. Nous avons Jean-Luc Conning, qui est le spécialiste des OKR en France. Je n'ai pas peur de le dire. Et tu vas te présenter, Jean-Luc aussi. Et nous avons Vincent Mignard, qui est aussi formateur GTD certifié, qui est aussi maintenant sur les OKR en France, qui travaille avec Jean-Luc conjointement. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter rapidement tous les deux ? Oui, bonjour. Donc Jean-Luc, depuis 2019, avec une XL6, on a plongé dans les OKR. On a commencé à soulever la couverture, à s'apercevoir qu'il y avait des ramifications assez intéressantes à la fois avec ce qu'on faisait déjà et puis des impacts pour nos clients. Voilà, je pense qu'on reviendra dans le détail un peu comment la genèse de tout ça a commencé. Mm-hmm. Et puis, ravi d'être avec vous. Merci Jean-Luc. Vincent ? Oui, bonjour à tous, Vincent Mignard. Donc, comme tu l'as dit, je suis Getting Things Done, formateur en fait dans 3-4 langues. Aujourd'hui, je suis ravi d'être avec vous pour les OKR. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la complémentarité de GTD et des OKR, notamment la mise en perspective de tout ce qui est mesurable pour des contributions mesurables, notamment donc pour aligner, si vous voulez, la stratégie de l'entreprise avec tout ce qui est opérationnel. Et voilà, parce que en fait, je suis parti but en blanc sur les OKR en disant comme si tout le monde connaissait, mais je crois que la première question qu'on pourrait poser, même si on a fait un podcast dessus, d'ailleurs, je renvoie les auditeurs au podcast de présentation générale qu'on avait fait à l'époque, n'empêche que la question se pose, c'est quoi en fait les OKR ? Ouais, donc les OKR, c'est un acronyme anglais en fait qui signifie objectif Key Results, donc les objectifs et les résultats clés. En quelques mots, pour être très concis, ça apporte, c'est une approche qui apporte un cadre de réflexion critique. Qui vise à faire travailler les collaborateurs ensemble, qui focalise les efforts de chacun vers des contributions mesurables. J'insiste sur le mesurable ici. Donc il y a ils se composent les OKR se composent principalement de deux éléments. Le premier, donc c'est objectif, qui est théoriquement un énoncé qualitatif. Alors que les résultats clés, Romain, on va plus retrouver des affirmations qui sont très quantifiables, qui démontrent la réalisation d'un objectif. D'accord ? Pour être peut-être encore plus concret, je dirais, les résultats clés, ils répondent à la question suivante, c'est comment vais-je mesurer et savoir que j'ai atteint l'objectif que j'ai énoncé. D'accord, donc l'objectif en l'occurrence, ça va être un peu l'étoile, quoi, l'étoile du Nord, le truc qui va me pousser dans l'action, et je saurai si j'avance bien grâce donc aux résultats clés, c'est ça ? Ouais, voilà, exactement. Et alors, pour même rebondir sur ce que tu viens de dire, pourquoi est-ce qu'on se lance sur cette approche des objectifs Key Results ? En fait, on le voit clairement dans les entreprises qu'on accompagne. C'est souvent de l'ordre de l'initiative, du changement, de l'innovation, de l'amélioration, de la mise en place de stratégies que les OKR montrent leur efficacité. D'accord. On va certainement en discuter après, notamment avec Jean-Luc, puisqu'il a une énorme expertise là-dessus. Par rapport aux indicateurs clés qu'on a l'habitude d'utiliser, les OKR se focalisent vraiment sur tout ce qui est disruptif, changement, innovation et accompagnement des équipes et alignement des équipes sur une stratégie donnée. Ça marche. Mais alors du coup, avant de se lancer dans le côté un peu technique de la chose, parce que l'idée de ce podcast-là, c'est effectivement que les gens aient vraiment un bon aperçu de ce que c'est et de comment le mettre en place chez eux. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme exemple concret qu'on peut avoir où on voit que les OKR ont eu un impact significatif sur les performances plus que par rapport à autre chose, par rapport à d'autres, quoi. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il y a de spécifique ? Pourquoi on se dit tiens, ça va être les OKR ? Alors, l'élément essentiel dans les OKR, c'est peut-être justement la lettre K. La lettre K, c'est ce qui va être clé. Sur quel domaine est-ce que je souhaite faire une différence ? Évidemment, des entreprises qui fonctionnent bien, elles souhaitent maintenir leur niveau de vente, elles souhaitent maintenir la qualité des clients, elles souhaitent maintenir la satisfaction des employés, elles souhaitent maintenir tout un tas de choses comme ça. Sauf que
elle est confrontée à sans doute de nouveaux marchés, sans doute des nouvelles technologies qui sortent, etc. Et là, il faut pas rater le coche, il faut absolument prendre le train qui va passer. Et donc, c'est cet élément-là qui devient l'élément clé pour l'année qui vient, peut-être pour les 6 mois qui viennent, pour l'entreprise. Donc, c'est un peu comme si on mettait un zoom, on mettait la lumière sur un aspect particulier et qu'on s'intéressait à ça pendant une période de temps. Là, on a réalisé une étude avec un de nos partenaires, donc c'est une étude qui commence un peu à dater, qui était chez un fabricant, un retailer américain. C'est une grosse étude chiffrée qui a été faite. Et l'idée là derrière, c'était comment faire pour la rétention des clients. On sait que ça coûte très très cher pour des entreprises d'acquérir des nouveaux clients. On a d'ailleurs publié ce papier là, si ça vous intéresse, dans la partie blog du site OKR Consulting, qui s'intitule Quel retour sur investissement pour les OKR. Et cette étude montre de quelle manière le chiffre d'affaires a augmenté de 8,5% sur toute la durée de déploiement des OKR, et comment l'utilisation cohérente des OKR a favorisé la performance. Mais en t'écoutant, donc j'ai l'impression, est-ce que ça serait juste de dire que l'OKR finalement c'est un accent qu'on met sur un axe particulier? Il ne s'agit pas de passer tous les objectifs en OKR, ou aussi? Oui, non, tout à fait, tout à fait. De toute façon, il y a un adage français là qui dit que courir après trop de lièvres fait qu'on n'en attrape aucun. C'est exactement ça. On va continuer, l'entreprise va continuer d'améliorer sa relation client, va continuer d'améliorer un certain nombre de choses, mais elle sait peut-être qu'elle veut attaquer un nouveau marché, peut-être que c'est en Asie. Et à ce moment-là, pour l'année qui vient, on va définir des objectifs et des résultats clés spécifiques à ce nouveau marché-là. Et le reste continue d'avancer, mais par contre, il y a des efforts, il y a des initiatives, c'est comme ça qu'on les appelle en OKR, il y a des initiatives qui sont lancées spécifiquement pour ce nouvel axe de progression. Ok, donc c'est relié vraiment avec une stratégie en fait. C'est-à-dire, c'est un point particulier de... De toute façon, les OKR, c'est l'exploitation de la stratégie, c'est la mise en musique de la stratégie, c'est l'opérationnalisation de la stratégie, c'est l'alignement des actions et des projets de l'entreprise avec la stratégie. Et tu as un exemple, par exemple, sans citer forcément le client, mais est-ce que tu as un exemple d'OKR qui ont pu être mis en place? Oui, qu'est-ce que je peux prendre comme OKR ici? Ici, on était donc ça c'est une société de développement logiciel. Cette société-là s'intéressait à communiquer au travers d'articles et de posts vis-à-vis de la nouvelle génération, parce qu'on s'apercevait que le marché de demain, c'est quand même la génération qui arrive, donc améliorer la notoriété de la marque numérique pour la génération Z. Donc ça, c'est l'objectif très très particulier qu'il y avait. Et en termes de résultats, il s'agissait de doubler, donc le résultat, lui, est quantitatif, doubler le nombre de lecteurs quotidiens du blog de la génération Z, et puis derrière, ça enclenche un certain nombre d'actions qui sont un certain nombre de publications, un certain nombre de tests à mener, de l'extraction de données démographiques, etc. Donc on voit bien les 3 niveaux. On parle pas souvent des actions parce que c'est immédiat, c'est évident que ça va se traduire sous forme de plan d'action, mais objectif d'un côté, l'amélioration de la notoriété de la marque numérique pour la génération Z. Dans le deuxième temps, le résultat clé, doubler le nombre de lecteurs quotidiens du blog de la génération Z. Donc là, il va falloir mettre en place des mesures qui sont peut-être pas là, et puis un certain nombre d'actions derrière qui découlent. Ok. La question qui me vient là, c'est parce qu'il y a une autre méthode qui existe qui s'appelle KPI ou KPI, et j'aimerais savoir en fait quelle est la différence entre KPI et OKR.
Ouais, donc je te remercie. C'est une question fondamentale en fait. KPI, ça veut dire Key Performance Indicator, donc des indicateurs de performance clés, des indicateurs clés de performance, traduirez comme vous voudrez, et les OKR. Donc pour être complètement transparent, en régime de croisière, quand une entreprise fonctionne, elle va avoir un certain nombre d'indicateurs. Il peut y en avoir des dizaines ou des centaines. D'accord. Et en général, il y a plusieurs départements qui s'occupent de les contrôler, de vérifier les niveaux de ces indicateurs, éventuellement de mettre une alerte si jamais ces jauges elles dépassent un certain niveau. Ça permet de mesurer un peu aussi le pouls de l'entreprise. Et ça, donc c'est vraiment ce qu'on va appeler les KPI. Alors que les OKR, en fait, comme tu l'as dit, en fait, Jean-Luc, vont permettre de se focaliser sur un aspect particulier pour l'année à venir, ou pour 2 cycles d'OKR. Donc, en l'occurrence, ce serait pour les 8 mois qui vont suivre. Et les OKR vont permettre de mettre un zoom, de mettre en lumière un aspect très important de l'entreprise qui va être essentiel. D'accord. Donc les OKR vont permettre finalement de définir cette stratégie et de mesurer pas à pas comment est-ce qu'on se rapproche de cette stratégie et si on s'en approche à la vitesse à laquelle on le souhaite, etc. Alors là aussi, on a fait un document assez détaillé là-dessus. C'est souvent des questions qui reviennent. Donc si tu souhaites, je peux te donner plus de détails. En fait, les deux cohabitent. Du coup, ça veut dire que Ouais. c'est ça, plus ou moins. Oui, on garde les indicateurs habituels comme si on était dans un avion par exemple et puis voilà, est-ce que j'ai bien de l'essence, est-ce que je suis à la bonne hauteur, etc. Parce que c'est des choses qu'il faut que je regarde avec mon entreprise, mais il se trouve qu'il y a un point précis sur lequel notre stratégie elle veut évoluer. Et donc là par contre, et si j'ai bien compris, c'est même quelque chose de vivant, c'est-à-dire qu'en fait on s'adapte à la situation au fur et à mesure, c'est ça ? Ouais, exactement. Je trouve ça superbe que tu utilises le mot vivant. En fait, on parle souvent d'amélioration continue, d'itération, etc. Mais vivant, c'est parfait. Ouais, c'est exactement ça. Et puis Romain, ouais, je sais pas, ça cohabite, c'est parfait. C'est vraiment ça. On peut vraiment avoir les deux, tu vois. Mais bon. Là aussi, je dirais, si je peux donner 3-4 différences en fait que j'ai pu voir dans les OKR ou qui me viennent. La première, je dirais pour les OKR, c'est qu'on va mesurer des améliorations et des aspirations. D'accord ? Donc c'est la première chose. Alors que pour tout ce qui est indicateur, on mesure des processus de maintien. D'accord ? On a une vision de comment ça fonctionne, etc. En ce moment, ouais, ça vous donne le pouls, le pouls d'un département ou d'une entreprise. En particulier. Le deuxième aspect qui me vient, c'est le suivant, c'est les OKR vont être utilisés pour inspirer, motiver, aligner en fait les collaborateurs. Ce qu'on va pas retrouver dans les KPI. Les KPI vont principalement être utilisés pour contrôler. C'est un peu figé, quoi, les KPI par rapport à... Ouais, ça rejoint ce que je disais. C'est beaucoup moins vivant un KPI. Enfin, c'est vivant bien sûr, mais ce sera juste un indicateur pour se dire où est-ce qu'on en est là aujourd'hui à un instant clé. J'aime bien le côté aspiration pour le coup. Le mot que tu as utilisé d'aspiration, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment l'idée de se dire voilà, je maintiens mon cap et en même temps, tout d'un coup, je me dis voilà, j'aspire à un truc, mais si j'aspire à tout, forcément ça marche pas quoi. Il faut que j'aspire à un truc en particulier et que je continue de faire flotter le reste, quoi. Enfin, que je fais. C'est un peu faire voler l'avion, c'est le premier truc. Ouais, exactement. C'est pour ça que les OKR en fait s'appuient sur des cibles, des objectifs qui sont assez ambitieux, même très stimulants. Donc ça rejoint le mot aspiration, quoi. Vous avez parlé de cycle souvent. Peut-être que c'est le moment d'ailleurs d'indiquer comment ça fonctionne les OKR, parce que nous on parle un peu comme des gens. J'ai peur des fois qu'on parle un peu trop comme des gens qui s'y connaissent. Je connais pas grand-chose, très honnêtement. Moi je les suis, c'est tout. Mais enfin je les suis, j'y participe. La notion de cycle, peut-être, si tu veux que je rebondisse sur ça, ouais. C'est et derrière le cycle, il y a la notion de cadence. Je pense que c'est important de bien comprendre ces deux termes-là. De manière générale, une stratégie, c'est quelque chose où l'entreprise part au vert une fois l'an, se réunir avec son COMEX et définir les grandes orientations pour la prochaine année qui va arriver. Éventuellement, ça peut être pour les 2-3 ans. Donc là, on sait faire. Les entreprises savent assez bien faire. On revient avec des objectifs stratégiques.
Par contre, là où les entreprises sont plus en défaut, c'est quand il s'agira de définir ou d'évaluer à quel point est-ce que les projets qui ont été entrepris sont bien alignés avec la stratégie qui avait été définie 6 mois, 12 mois plus tôt. Ça, on ne sait pas bien faire. Et c'est justement où là, il y a tout l'intérêt des OKR. Alors après, qu'est-ce qu'il faut entre les deux? Le chaînon manquant, ces OKR, c'est quelque chose qui va travailler sur des durées assez classiquement sur des durées de 3 mois ou de 4 mois. Et pendant ces 3 mois, pendant ces trimestres, on va regarder ce vers quoi on va, Vincent l'a très bien dit, l'objectif, et on va regarder comment on va mesurer qu'on se rapproche de ce vers quoi on va, donc les résultats clés. Et pendant ces 3 mois, donc là on parle de cycle de 3 mois, et pendant ces 3 mois, il y a une certaine cadence qui va s'inscrire. Pourquoi ? Parce que il va falloir observer ces indicateurs que sont les résultats clés et voir dans laquelle mesure, d'une part, ça évolue et d'autre part, on est confiant que cette évolution va nous permettre d'atteindre l'objectif qui avait été posé. Et donc là, il y a une cadence d'à peu près tous les 15 jours et d'ailleurs qui va donner lieu à une réunion ou en tous les cas une discussion spécifique dans une réunion qui existait peut-être déjà, une réunion d'avancement de projet ou de département ou de service. Puis on va observer à quel point on est confiant qu'on va atteindre ou non et l'objectif. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Ouais, non, c'est ça. J'aime bien ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se dire, voilà, je me fixe un truc, j'ai mon objectif, j'ai mis mes key results, je le fais maintenant et je reviens dans 3 mois pour voir où j'en suis. C'est ce que j'aime bien, ce qui est important, c'est l'idée de suivi, c'est de se dire régulièrement après, soit tu as mentionné tous les 15 jours, hein, je crois, ou ça peut être peut-être plus ou moins fréquent, je sais pas s'il y a une pertinence d'être plus fréquent que ça ou pas. Mais c'est cette idée de se dire, ok, est-ce que je suis sur la bonne pente ? Est-ce que je vais bien au bon endroit ? Est-ce que j'ai un truc à corriger par rapport à ça ? Alors la question de la fréquence, c'est vraiment spécifique au domaine. Si tu es dans le domaine aéronautique, que tu sors des avions parce que tu es un constructeur aéronautique, sans doute avoir des cycles qui font 6 mois, c'est tout à fait pertinent. Maintenant, si tu es dans le domaine de la tech, parce que tu as une entreprise qui fait des développements logiciels, avoir des cycles courts de 2 mois, c'est plutôt pertinent là. Et à ce moment-là, si tu as des cycles de 2 mois, sans doute il faut que tu révises toutes les semaines et que tu regardes, que tu fasses un suivi de tes OKR. Si tu es dans une entreprise qui fait plutôt sur du long terme, on parlait de l'aéronautique tout à l'heure, à ce moment-là, que tu observes tes OKR tous les 15 jours, ça va tout à fait. C'est intéressant tout ça parce que ça me fait penser à l'année des 12 semaines. On avait fait un podcast dessus. De même, avec Yannick. On allait chercher à mesurer ce qui vraiment était ce qui vraiment faisait le changement. C'est-à-dire, je sais pas si on voulait se remettre au sport, on allait compter le nombre de fois où on avait fait sa séance. C'est-à-dire, on allait vraiment être sur la mesure de ce qui permettait le progrès. J'ai l'impression qu'avec les OKR, il y a quelque chose dans ce goût-là, quoi. Je me posais la question parce qu'il y a d'autres méthodes finalement de gestion de la performance qui existent, j'imagine, sur les marchés. Je les connais pas toutes, mais enfin, je sais qu'il y en a d'autres. Ce serait quoi la différence ou peut-être même la plus-value des OKR, enfin la différence entre les OKR et les autres méthodes de gestion de la performance ? Oui, il y a tout un tas de choses qui existent et sans doute que parmi les auditeurs, il y a des gens en entreprise qui sont familiers avec ce qu'on appelle les BSC, les Balanced Scorecards. Évidemment, je pense que tout le monde a entendu parler aussi de l'approche ou des objectifs SMART, qui s'intéressent également à, de près ou de loin d'ailleurs, à l'exécution de la stratégie. Et puis tout ça antérieurement, d'où est-ce que ça nous vient ? Ça nous vient, on fait une digression un peu historique, mais Peter Drucker, il a introduit dans les années 50 ce qui s'appelait le management par objectif. Donc on va se donner des objectifs et puis on va voir comment est-ce qu'on peut y arriver. Je reviens sur la première approche, là, les BSC, Balanced Scorecard. C'est quelque chose qui s'intéresse à 4 dimensions de l'entreprise. D'une part, la dimension financière, d'autre part, la dimension client, d'autre part, la dimension des processus internes, et puis enfin la dimension de tout ce qui est de tout ce qu'on apprend, les compétences, comment c'est développé, la culture de l'entreprise.
Et ça, c'est les très grosses entreprises qui ont ça. Je sais que chez Volkswagen, c'est les Balance Scorecard. Nous, on travaille avec un client, je sais pas si on peut le citer. D'ailleurs, tiens, il est en train de changer de... C'est lui qui sait si tu peux le citer ou pas. Oui, Moi, je sais pas. non, je pense parce que, mais il est en train de changer de nom là, qui s'appelle Atos. Donc, il travaille aussi avec les Balance Scorecard. Bref, les très grosses entreprises. Sauf que dans les Balance Scorecard, l'aspect financier est sans doute celui qui est le plus important. Il est utilisé afin d'élaborer des paramètres de mesure qui permettent de répondre à ces 4 questions, à ces 4 dimensions-là. Et là où ça vient un peu en opposition, ou en tous les cas, c'est un peu orthogonal aux OKR, c'est que les OKR vont mettre l'accent sur l'endroit, sur la zone de l'entreprise qui a besoin de ces balance scorecards. Donc l'aspect financier est sans doute le plus important, qui se décline dans ces 4 domaines transverses qui sont exprimés sous forme d'objectifs financiers d'une part, d'objectifs clients d'autre part, d'objectifs concernant les processus internes en 3e lieu, et puis enfin tout ce qui va être de l'ordre des apprentissages, développement des compétences, de la culture de l'entreprise. C'est une approche holistique qui est très large sur tous les domaines de l'entreprise, mais qui vient en support. Tous ces éléments viennent en support du financier. Là où les OKR, eux, mettent la lumière sur un aspect particulier qui a besoin de progresser significativement en un temps court. Alors, on l'exprimait tout à l'heure, ça peut être sur une nouvelle technologie qui vient de sortir, ça peut être sur une nouvelle part de marché, ça peut être une nouvelle zone géographique, etc. Et voilà, donc quelque chose qui est plus général. Donc ça, c'est pour les balance scorecards. Concernant les objectifs SMART, bon, c'est clair pour tout le monde. SMART, ça veut dire que les objectifs, on va les énoncer de manière spécifique, peut-être les découper. Donc SMART, c'est un acronyme. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour borné dans le temps. C'est des objectifs qui se distinguent des OKR, d'une part parce que, vous le voyez, on veut rester dans quelque chose qui reste très réaliste, et donc on a le A de atteignable, là où, comme le soulignait Vincent tout à l'heure, on est dans l'ambition avec les OKR. On veut sortir de sa zone de confort. On veut atteindre des endroits que très vraisemblablement on n'arriverait pas à avoir si on restait dans notre zone de confort. Donc voilà les 2 grosses approches concurrentes, différentes, dont les entreprises ont entendu parler ou qu'elles manipulent au jour le jour, et qui vient alors non pas remplacer, les OKR ne viennent pas remplacer ces approches-là, elles viennent plutôt en complément. Du coup, ce serait quoi les avantages qu'une organisation, quelqu'un qui veut mettre ça en place, qu'est-ce qu'il peut en attendre? C'est quoi l'avantage qu'il peut en attendre par rapport à d'autres méthodes ou même en tant que tel, intrinsèquement? Ouais, je te remercie. C'est une question par laquelle on aurait peut-être dû commencer, en fait. Par laquelle on y... Mais quels sont les avantages? Ouais, il y en a 3 grands. Bien sûr, on peut en écrire toute une liste. Mais en fait, bon, c'est avant tout quelque chose de collectif, en fait. C'est une approche qui est collective. On va retrouver... là, il commence à y avoir une différence avec GTD, qui est à la base une méthode un peu plus individuelle dans un premier temps. Donc, c'est quelque chose de collectif. Et le premier aspect, c'est que c'est du co-constructif, quoi. C'est-à-dire que on cherche à définir des objectifs et surtout des résultats clés, parce que c'est là où c'est le plus complexe finalement, c'est de définir des résultats clés qui ont du sens. Alors première partie, le premier cycle montre que, par expérience, qu'on a le droit de se tromper. Souvent les résultats clés qui ont été définis ont besoin d'être affinés, d'être modifiés. Voilà. Et c'est là où il y a toute la valeur de la collaboration, la valeur de l'équipe, en fait, qui joue un rôle clé, à la fois dans cette méthode finalement assez agile, itérative, qui permet de construire à la fois des objectifs et des résultats clés. Donc c'est le premier point pour moi. Deuxième point, c'est tout ce qui est transparence et visibilité. C'est-à-dire que c'est moi ce que j'aime dans les OKR, en fait, et qu'on voit pas dans d'autres approches, c'est chacun peut voir et comprendre la stratégie de l'entreprise et aussi la stratégie des différents départements, des différentes équipes avec lesquelles on peut interagir.
Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Chacun peut se dire ah bah tiens j'ai compris qu'était la contribution de telle et telle équipe et la mienne. Et puis enfin le troisième point pour moi c'est que c'est très engageant, très motivant parce qu'à tout moment on peut identifier notre propre contribution, on peut identifier où est-ce qu'on se situe par rapport à des résultats clés qui ont été définis et donc c'est motivant, ça donne du sens. Je reprenais une discussion que j'ai pu avoir les derniers jours avec quelques personnes qui me disent je suis dans le flou, je vois pas bien où on veut aller au sein de mon département, etc. Donc beaucoup d'incertitudes. Avec les OKR, c'est exactement l'inverse qu'on arrive à obtenir et je trouve que c'est très apaisant pour le cerveau. Là aussi, on pourrait discuter de certains ouvrages là-dessus, mais Du coup, ça me fait, ça m'évoque le fait que ça soit en cascade. C'est-à-dire que je pense qu'un point qu'on n'a pas forcément dit ici, que la plupart du temps, c'est l'objectif va être défini, enfin si, Jean-Luc avait mentionné, au niveau de la stratégie de l'entreprise. Donc on va dire, c'est vraiment top-down, quoi. Ça, l'entreprise, enfin, le codir va dire, voilà où on va, on se prend un OKR là-dessus, et en fait, tout ça cascade, et c'est donc tous les départements en dessous qui vont prendre en considération l'objectif initial, et ensuite faire, eux, leurs propres objectifs par rapport à ça, c'est ça l'idée? Alors là, pour cette question-là, je pense que Jean-Luc, toi, tu as beaucoup d'expérience par rapport à ces questionnements sur la cascade. Est-ce que tu pourrais donner ton avis? Oui, alors on sent bien que dans les entreprises, la stratégie vient plutôt du haut. On sent bien que les objectifs stratégiques, c'est quelque chose qui nous vient de notre N+1 ou du chapeau de l'entreprise. Par contre, les gens qui sont les plus à même de réfléchir à comment mesurer des impacts positifs sur quelque chose, c'est les gens du métier. Et les gens du métier, c'est les gens qui sont dans les équipes. Et donc, on a une double approche, et c'est ça aussi qui distingue les OKR des autres méthodes d'amélioration de la performance, etc. C'est que les objectifs, de manière majoritaire, c'est plutôt du top-down, et la définition des résultats clés, c'est plutôt quelque chose qui est le fruit d'une discussion bottom-up. Et les deux se rencontrent, et il n'y a rien de tel pour susciter de l'engagement des collaborateurs, comme le disait Vincent tout à l'heure. Les collaborateurs, si on leur envoie ce qu'il faut faire, etc., ils sont dans un régime technicien, je fais. Si, par contre, je co-construis, alors là, ça m'appartient, alors là, je suis engagé à faire, alors je trouve un intérêt, alors etc. Mais du coup, ça permet de faire participer tout le monde, en fait, finalement. Mais Oui, au oui. niveau de la construction des indicateurs, de comment je peux mesurer le fait que j'arrive à ce qu'on me demande ou pas, c'est ça? Au-delà de faire participer, c'est dans l'intérêt même de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise va piocher là où il y a l'expertise. Et en termes de mesures d'avancement, si je veux développer cette nouvelle base de données qui intègre, je sais pas moi, un nouveau secteur, etc., c'est quand même les gens du métier qui vont être capables de fournir à l'entreprise les bons indicateurs pour mesurer à quel point ça a été un succès. Ça marche. Mais alors voilà, bon, en imaginant que je sois convaincu, je veux mettre ça. Alors, disclaimer, hein, on utilise effectivement ça chez Excel 6. Donc voilà, je vais faire genre, je le fais pas. Mais si on voulait mettre ça en place, comment ça se passe? C'est quoi quelles sont les différentes étapes de la mise en place d'un truc comme ça? Est-ce que c'est 40 consultants qui viennent pendant 12 mois me faire mon truc, ou comment ça se passe? Alors très concrètement, au départ, il y a une rencontre avec les commanditaires. En général, c'est plutôt soit les responsables d'un département, d'une business unit. Ça peut être au plus haut niveau de l'entreprise, mais c'est pas forcément ce qu'on voit nous dans nos clients. C'est-à-dire que nos clients, la plupart du temps, préfèrent faire un pilote sur une branche de l'entreprise, faire une preuve de concept, ça marche, et puis après on déploie. Donc, on rencontre ces gens de cette business unit et généralement, on les interroge sur le pourquoi. Parce que on a tous lu dans la littérature des articles, des posts sur LinkedIn, etc. Et il y a des idées qui sont assez disparates sur les OKR, voire même des mythes. Et donc, nous, il faut absolument déminer le terrain, parce que sinon, l'entreprise risque d'être frustrée de ne pas atteindre ce qu'elle pensait pouvoir atteindre tout de suite. Donc on a en général 4 rencontres successives et où on va questionner. En fait, on a une grille d'une dizaine de paramètres qu'il faut absolument
précisés pour se lancer dans les OKR. Une fois qu'on a fait ça, ça veut dire que on peut mettre tous les gens qui vont être participants autour de la table et avoir des ateliers pour introduire les fondamentaux des OKR. Que ces gens-là aient un discours qu'ils vont partager. C'est quoi les OKR? Comment on fait pour définir les objectifs? Comment on fait pour définir les résultats clés? Comment on fait pour les suivre, etc. Et une fois qu'il y a cette base qui a été établie, à ce moment-là, on se lance dans 2 cycles et on accompagne les entreprises sur 2 cycles. Pourquoi 2 cycles? Parce que le premier cycle, c'est un cycle d'apprentissage. Forcément, on va faire des erreurs. On va penser viser tel OKR et on va tomber sans doute largement en dessous parce qu'on a été beaucoup trop ambitieux. Ou à l'inverse, on a été plutôt mesuré et puis on s'aperçoit qu'on a dépassé de loin. Donc ça veut dire qu'on a besoin de calibrer les choses. Donc le premier cycle, c'est un cycle d'apprentissage et le deuxième cycle, c'est un cycle où réellement on commence à prendre son envol. Donc pour que les entreprises soient tout à fait autonomes, nous on part sur à la fois donc la phase amont dont on a parlé là qui est un petit mois, 2 cycles de 6 mois, on fait quelques suivis un peu après, donc il faut compter entre 6 et 8 mois pour lancer l'entreprise, qui est fondamentale pour bien se lancer. Aujourd'hui, une grosse partie de notre clientèle, c'est des gens qui ont dit bah oui, j'ai lu tel livre là de John Doerr, c'est bon, ça m'a l'air facile, je vais me lancer, et qui reviennent nous voir un an après et qui nous disent bah finalement on a abandonné. Ah bon, vous avez abandonné? Oui, on a abandonné parce que en fait ça marche pas les OKR, mais on sent bien que on n'a pas fait les choses correctement. Est-ce que vous pouvez nous accompagner? Jean-Luc, c'est quoi les mythes par rapport aux OKR? Parce que définir quelque chose, ça peut être dire ce que c'est, mais ça peut être aussi dire ce que ça n'est pas. Et est-ce que tu peux démythifier les OKR? Il s'est passé la chose suivante. Les OKR, ça va être sans doute un peu surprenant pour ceux qui nous entendent, mais on a l'impression que c'est né dans les années 2010. Alors effectivement, le gros boom, c'est les années 2010, mais en fait, ça a été développé en 78 d'abord. Je fais un petit zoom en arrière, là, 78, par les gens de chez Intel, Andy Grove, qui a initié ça. Et puis après, fin des années 80, début des années 90, c'est Google qui s'en est saisi. Et là, ça a inondé la Silicon Valley, etc. Donc, un des mythes, c'est de croire que, puisque tout le monde en parle maintenant qu'on est en 2023, ou depuis les années, début des années 2020, en tous les cas, en France, parce que ça avait démarré un peu plus fortement en Europe qu'en France, eh bien que c'est la dernière chose à la mode et que ça va résoudre tous les problèmes. Non, ça va pas résoudre tous les problèmes. Si vous avez une culture d'entreprise qui est avec des trous dans la raquette aujourd'hui, vous pouvez mettre tous les OKR que vous voulez. C'est sans doute pas la bonne façon de faire. Il va falloir sans doute assainir ce qui dysfonctionne. Alors on peut se servir des OKR à un certain moment, mais c'est pas un produit miracle. Hein, c'est pas. D'accord. C'est vraiment pour coller ce qu'on regarde à la stratégie, c'est ça, hein? C'est l'exécution, c'est le moyen de rentrer le plus près possible dans de l'exécution de la stratégie avec un alignement. C'est l'opérationnalisation de la stratégie. Ok. Tu disais tout à l'heure, tu sais, Smart, qu'il y avait atteignable. Et alors moi, j'ai vu des entreprises, je suis intervenu dans des entreprises où ils disaient ambitieux. Au lieu d'atteignable, parce que comme il y a réaliste derrière. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce qu'on fait concrètement pour définir un objectif ambitieux, mais qui soit pas tellement haut, qui soit pas décourageant. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que définir un objectif qui soit à la fois ambitieux et à la fois qui donne envie, quoi. Qui soit, comment tu dis, Romain? Motivant, je disais. Motivant. Voilà. Ouais. De toute façon, j'arriverai jamais, quoi. Parce qu'il y a un peu aussi, tu parlais de mythe tout à l'heure, il y a un peu aussi, je trouve, cette idée de se dire, il faut forcément que je puisse pas atteindre un objectif. Parce que c'est un mythe, ça aussi. Mais c'est 2 questions en une, pardon. Alors, d'abord la question de Jean-Philippe. Donc là, peut-être que je peux rebondir là-dessus. En fait, bon, on l'a vu en fait avec Jean-Luc, la définition en fait à la fois des objectifs et des key results, enfin des résultats clés, vont demander plusieurs itérations, surtout pour les résultats clés, je dirais. Mais une fois qu'un objectif qualitatif a émergé, en fait, la première partie elle est faite, c'est essentiel, je dirais. Et c'est ce qui demande finalement beaucoup d'énergie au début. Mais après, la question qu'on va se poser, c'est comment être sûr de bien
définir en fait nos résultats clés pour mesurer notre avancée et pour comme tu l'as dit Jean-Luc, en fait mettre en place la stratégie et se rapprocher le plus. Donc je voudrais illustrer tout ça en vous donnant un petit exemple en fait d'OKR qu'on a pu déployer au sein d'un département ingénierie. Ça vous dit? C'est peut-être plus simple. Ouais. Allez, allez, font. Ouais. Je vais vous montrer les pièges et puis les questions qu'on a pu leur poser pour avancer et bien définir ensemble ces OKR. Donc l'objectif qui a pu émerger, c'était le suivant, c'était mesurer, améliorer la contribution du département ingénierie pour le service vente. D'accord? Donc ça reste qualitatif, hein, on le voit bien. Et donc le vice-président de l'ingénierie, il a ensuite proposé, au bout de quelques séances, des résultats clés suivants. Le premier, c'est fournir un soutien aux ventes pour 5 prospects majeurs au cours du 2e trimestre. D'accord? Le deuxième, c'est développer une formation pour l'équipe de vente d'ici la fin du 2e trimestre. Là, rien qu'en les entendant, on se rend compte que ça colle pas vraiment avec ce qu'on attend, en fait. Donc là, on lui a simplement posé des questions, justement, pour affiner un petit peu, en lui demandant, en lui disant, mais attends, à la fin du trimestre, comment saurons-nous si l'ingénierie a amélioré la contribution du département d'ingénierie pour le service de vente? D'accord? Donc là, on essaie vraiment d'aller creuser, de le coacher pour lui donner un cadre de réflexion, je dirais à la fois créative et incitant à la co-construction pour bien définir en fait des résultats clés qui sont quantitatifs. D'accord? Je sais pas si je suis clair. Non, ça paraît. Ah ouais. Ouais. Pour moi. Et donc à la fin, en fait, ça a pu faire émerger ce type de résultats clés qui vont être documenter toutes les missions d'ingénierie touchant des prospects pouvant rapporter plus de 100 000 euros. Voilà, donc là, on retrouve quelque chose de très quantitatif. Alors bien sûr, on peut rajouter des mesures plus détaillées, des notations, etc. Mais là, on rentre plus dans les détails. Mais l'idée derrière, en fait, c'est pour rejoindre ce que disait Jean-Luc, c'est d'être sûr qu'on est en mesure qu'on est en capacité de mesurer les avancées et de voir si on se rapproche ou pas de l'objectif. Donc, l'objectif, je le relis, je vous le redonne, c'était mesurer, améliorer la contribution du département ingénierie pour le service vente. Et j'ai une autre question. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut avoir se créer des OKR personnels, c'est-à-dire que pour soi, que pour soi-même? Est-ce que ça peut exister, ça? Il y a un biais extrêmement fort. C'est-à-dire que dès lors que je vais établir des OKR qui sont individuels, donc je m'engage à les atteindre. Alors il y a les OKR au niveau de mon service, mon département, puis il y a mes OKR à moi. Et puis à la fin du mois, mon manager vient me voir. Et il me dit, alors, est-ce que tu as bien travaillé, etc. Je lui dis, oui, regarde mes OKR, je les ai tous atteints, j'en avais 3, etc. Et donc, je vois que je vais être évalué par mon N+1 sur l'atteinte de mes propres OKR. Qu'est-ce que je vais faire le cycle suivant? Sur le trimestre suivant, je vais passer énormément d'efforts sur l'atteinte de mes propres objectifs. Et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? C'est au détriment des objectifs globaux du service, du département, de l'entreprise, etc. Alors rappelons que les OKR, c'est fait pour collectivement emmener l'entreprise sur des terrains qu'elle ne soupçonnait même pas, la faire progresser et la faire sortir de sa zone de confort. Donc on voit bien que c'est antinomique. Pourtant, il y a un contre-exemple à ça extrêmement fort, on le voit dans le bouquin de John Doerr, qui s'appelle « Mesurer ce qui compte », c'est l'exemple chez Google. Mais il faut dire que chez Google, 2 choses. D'abord, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ensuite, même 3 choses. Ils ont une longue culture des OKR, puisque ça a démarré dans les années 80. Et enfin, le promoteur des OKR chez Google, qui s'appelle Rick Clough, il a démenti, et en tous les cas, il a fait une vidéo spécifique qui a été virale d'ailleurs, puisque une vidéo d'1 heure dans le management qui a été lue et vue et écoutée à plus d'1 million. Aujourd'hui, je pense qu'on est 1,5 million d'auditeurs. C'est quelque chose d'assez... Pour ce domaine-là, ouais, c'est énorme. C'est énorme, exactement. Et il dit, ça s'intitule « Les erreurs de ma vidéo sur les OKR ». Et donc, il revient en arrière, il détricote cet aspect-là. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, on a un article sur le blog de OKR Consulting qui reprend ça. Je me souviens c'est pas un témoignage direct, mais je me souviens d'une entreprise dans laquelle on a intervenu qui avait essayé de mettre les OKR en fait un peu en place comme ça quoi, en ayant effectivement vu la vidéo alors j'ai oublié le nom de la personne, mais où les gens avaient lu un peu de bouquins, ils avaient dit allez on va faire les OKR et finalement
finalement, ça avait été jusqu'à rendre les gens malheureux. Il y avait beaucoup de souffrance au travail parce que on voyait qu'il y a des départements où les gens le faisaient juste pas parce que ça les gonflait, qu'ils n'avaient pas compris évidemment comment ça fonctionnait ou l'intérêt qu'ils pouvaient avoir eux. Ils voyaient pas comment s'aligner avec ce qu'on leur demandait. Et il y avait d'autres départements où les personnes avaient effectivement une palanquée d'objectifs individuels. Et donc, il n'y en avait pas juste un ou deux, quoi. Il y en avait, quasiment tout était transformé en objectif. Donc, c'était tellement ambitieux que c'était juste inatteignable, en fait. Et donc, forcément, la personne était dirigée dans l'échec, ce qui mettait pas mal de souffrance. Et je parle là d'une société, une grosse boîte au niveau mondial. Donc, c'était un peu pour illustrer ça, c'est que ça peut, c'est au-delà c'est pas neutre. Si on commence à aller là-dedans et qu'on le fait mal, ça peut faire du dégât, quoi. D'où la question en fait qui me vient maintenant, peut-être pour Jean-Luc. Ok, pour ceux qui veulent se lancer maintenant, comment ça marche? Pour ceux qui veulent se lancer, est-ce qu'effectivement juste lire le bouquin c'est bien et on peut partir, ou est-ce qu'on fait voilà comment ça serait quoi la bonne étape? Évidemment nous appeler bien sûr, mais c'est là. Non, mais tu as raison. De toute façon, lire des bouquins, lire des articles, écouter des podcasts, c'est toujours enrichissant. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un angle, on va voir sous un certain angle les choses qu'on n'avait pas vues précédemment. Le livre de John Doerr, qui s'appelle Mesurer ce qui compte, qui aujourd'hui est le seul véritable livre en français. Donc nous, on est en train d'en traduire un autre et qui va être un deuxième livre fondamental sur les OKR. Le livre de John Doerr, Mesurer ce qui compte, et nous, le livre sur lequel on travaille là avec Christina Vodke, c'est Radical Focus, qui est donc Christina Vodke, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la personne qui a aidé les grosses startups de la Silicon Valley à migrer vers les OKR. Aujourd'hui, elle est professeure à Stanford et c'est la première à avoir écrit, même avant John Doerr, sur les OKR. Donc c'est vraiment la référence principale. Donc lire ces livres-là, c'est toujours très utile. Ça peut donner la fausse impression que c'est facile à mettre en œuvre. Donc c'est facile à comprendre. En revanche, c'est assez difficile à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que ça implique d'avoir rencontré beaucoup de cas, d'avoir passé des centaines, voire des milliers d'heures à poser des questions, etc. Et moi, ce que je vous encourage à faire, si vous êtes dans cette démarche-là, frappez à la porte de gens qui tiennent la route. Quelle est leur expérience avec les OKR ? Nous, je sais qu'on a fait le choix à InExcel6 de pas s'autoproclamer expert en OKR. Alors, on l'est devenu parce que on a bâti des partenariats, en particulier avec le numéro 1 aux États-Unis, donc Ben Lamorte, qui a écrit déjà 2 livres sur le sujet, dont un livre spécifique sur les coachs OKR. On fait partie du réseau international des coachs en OKR. Donc, le plus grand cabinet du monde, c'est OKRs.com. On a un autre partenariat avec OKR Advisors. Et puis, on a une certification pour tout ce qui est formation de coach en OKR. On a cette certification avec l'entreprise qui s'appelle Scaled OKRs. Donc, mon conseil, si vous vous intéressez à ça en tant qu'entreprise, vous voulez tester, etc., ne répondez pas simplement au questionnaire qui va vous être envoyé de la part de tout un tas de sociétés qui se sont montées. Il faut voir que ça a pris de l'ampleur, en France notamment, et qu'aujourd'hui, tout le monde, presque, se revendique de vous accompagner sur les OKR. C'est pas tout à fait la réalité. Soyez vigilants, exigeants, demandez les crédits nécessaires, enfin les informations que les gens doivent vous fournir pour être sûr qu'il y a cet accompagnement. Et puis, est-ce qu'il y a une diversité ? Nous, on accompagne des grands groupes, très grands groupes. Avec Vincent, on était récemment en Asie pour une grosse société française qu'on a accompagnée sur sa branche Asie. Et puis on accompagne également des startups en France, on accompagne des PME européennes, on accompagne même des choses aussi en Amérique du Nord, des entreprises et des administrations en Amérique du Nord. Voilà. Et ça vient compléter l'expérience. C'est l'expérience qui fait la différence. C'est un peu comme si on parlait de se faire conseiller pour
pour apprendre à participer, enfin à nager dans le bassin des Jeux Olympiques, il vaut mieux que le coach en natation que vous avez soit quelqu'un qui lui-même plongé dans la piscine à un moment donné, pas juste un théoricien des bras, des jambes, etc. Ce qu'on rencontre souvent. Petit témoignage sur cet aspect des choses, sur la mise en place des OKR chez InExcel6. C'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps à se poser les bonnes questions, en fait. Et donc, il y a eu un aspect coaching, en fait, qu'on a fait entre nous, mais qui était absolument nécessaire pour accoucher d'un truc qui paraît simple comme ça, mais qui, en fait, à mon sens, ou en tout cas de ce que j'ai vécu, a demandé énormément de maturation. Et même avec cette maturation, quelquefois, j'ai l'impression qu'on était un peu à côté de ce que c'est vraiment qu'un OKR. Il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois pour bien définir ce que c'était. Donc, ça demande quand même une certaine culture, une certaine expérience, et pour arriver à se poser les bonnes questions, en fait, c'est tout un art de se poser les bonnes questions, je trouve. Voilà. La questiologie qui fera l'objet d'un prochain podcast aussi. Tout à fait. L'art de poser la bonne question. Ok. Eh ben, ça conclut nos épisodes sur les OKR. Merci Jean-Luc, merci Vincent pour votre participation. Merci. Et voilà. Et ben nous, on vous retrouve pour le prochain épisode et on retrouvera sans doute notre Geoffrey national avec Jean-Philippe aussi. Oui, tout à fait. À bientôt donc. Pro et Serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site www.proetserein.com qui est en accès libre à la lecture. Restez pro, restez serein et nous vous retrouvons au prochain épisode.